Bonjour, mon nom est Laurent Marcoux, je suis coach en technique de vente, puis aujourd'hui je vais vous présenter un extrait de ma conférence ADN de marque. La conférence dure habituellement 45 minutes et s'adresse à toute entreprise qui souhaite développer sa marque. L'image qui est présentée est tirée du livre Ce que marque veut dire et ça représente les 7 pôles de la marque. Les 7 pôles de la marque sont les positions, les normes, l'espace, projet, relation, temps et le pôle physique. Et chacun de ces pôles-là nous permettent d'orienter notre marque. Donc, si je prends un exemple concret, moi, si je veux vendre un appareil photo, donc j'analyse que au niveau des positions, mon entreprise est une entreprise qui s'adresse aux jeunes adultes, qui a donc une position dans le marché de leader ou de non-leader. Au niveau des normes, je dois respecter des normes de fabrication. Au niveau de l'espace, je suis situé dans un territoire de vente, par exemple le Canada, et puis je fais de la vente sur Internet. Au niveau de mes projets, j'ai des projets de vendre des appareils photo qui sont numériques, puis j'ai aussi des vieux formats d'appareils pour les gens qui aiment les appareils plus classiques. Au niveau des relations, je peux avoir des relations avec Hollywood, puis offrir des appareils photo de haute qualité aux médias pour faire la promotion de ma marque. Au niveau du temps, c'est sûr que je suis resté dans le temps. Par exemple, mon entreprise a 25 ans d'activité, puis prévoit une expansion à tous les 5 ans. Au pôle physique, on peut penser à mon logo, à l'appareil comme tel, aux emballages, etc., à mon porte-parole. Donc, on voit comme ça qu'il y a plusieurs pôles qui nous permettent d'organiser notre marque, puis de savoir, de savoir les orientations de notre marque. Puis sur le marché, on peut voir par exemple qu'il y a certaines marques qui vont miser plus sur le pôle physique avec leur logo, leur porte-parole, etc. Ou au niveau des relations. Donc, comme marque, ce qu'on peut faire, c'est miser sur ce que les concurrents ne misent pas. C'est-à-dire, si mon concurrent mise peu sur sa position de leader, moi, je peux décider d'être le leader dans le marché. Ça peut être comme ça euh, différentes orientations qu'on peut prendre selon différents pôles de la marque. Maintenant que c'est dit, qu'est-ce que vraiment mon ADN de marque? On peut s'inspirer de deux auteurs qui sont Clotaire Apay puis Simone Sinek pour comprendre que dans le cerveau des humains, il y a trois zones si vous voulez, trois zones de prise de décision qui répondent chacune à des impératifs différents. Donc, dans la région du cortex, c'est ce qui fait du sens, c'est un alibi, ça parle à la raison, puis on peut dire que ça répond à la question quoi. Donc, si je fais un appareil photo, puis je veux décrire ma marque, je réponds pas à mon ADN de marque en parlant au cortex, je réponds plutôt à la question quoi. Donc, qu'est-ce que je vends? Des appareils photo. Au niveau limbique, c'est plutôt ce qui parle aux émotions. Et puis, je réponds plutôt à la question comment. Donc, comment je fais mon appareil photo? Je le fais avec des ouvriers qui sont qualifiés, qui respectent des normes, etc. Puis, je peux parler aux émotions. Je peux dire que mon appareil photo va vous permettre de faire des photos de vos vacances, puis ça va être génial. Vous allez pouvoir garder des souvenirs toute votre vie. Au niveau reptilien, on peut penser à la question pourquoi. Puis le niveau reptilien, ça parle plutôt des pulsions, instincts, intuition. C'est vraiment là que va se trouver l'ADN de la marque. Puis si vous êtes un travailleur autonome, puis que votre marque c'est vous-même, à ce moment-là, c'est à ce niveau-là que vous allez trouver votre code personnel, c'est-à-dire ce qui vous motive le plus. Donc, si vous analysez votre côté reptilien, vos pulsions, instincts, intuition, vous allez découvrir ce qui vous motive le plus. Puis, vous allez comme ça, vous allez découvrir l'ADN de votre marque. Puis à ce niveau-là, on pose plus la question du pourquoi. Donc, pourquoi est-ce que je vends des appareils photo? Ben, c'est pour, par exemple, solidifier les relations de couple durant les vacances. Donc, je viens de trouver un pourquoi. Puis à ce moment-là, on peut parler de euh, tout le côté relationnel du fait de prendre une photo. Donc, moi, il y a un jeu de rôle, donc je prends la photo, puis je suis pris en photo. Puis à ce moment-là, on peut découvrir des pulsions, des instincts, des intuitions liées au fait de se faire prendre en photo.
Par exemple, il y a des gens qui vont aimer beaucoup poser, qui sont plutôt libres, exhibitionnistes, qui vont vouloir être la vedette. Donc, c'est peut-être des gens que je veux viser quand je fais la vente de mon appareil photo, viser des gens un peu plus narcissiques. Donc, une fois on a vu ces trois paliers-là, comment on applique ça à notre marque? Ben, ce qu'on fait, c'est on commence par se poser la question, quel mot est-ce que je lis à l'identité de ma marque? Donc, si je vends des appareils photo, je vais dire, bon, je vends des appareils photo, fait partie des mots. Ensuite, je vais avoir euh, photographie, je vais avoir film, je vais avoir pellicule, etc. Il y a plusieurs mots comme ça que je vais lier à la raison ou à l'alibi de pourquoi j'ai une marque d'appareil photo. Ensuite, on peut passer au deuxième pôle, puis se dire quelles émotions est-ce que je lis à l'appareil photo, pourquoi comme marque, c'est-à-dire comment comme marque est-ce que j'éveille des émotions. Donc, comme marque, les émotions qui viennent en tête quand je développe un appareil photo, c'est par exemple ça me fait penser à l'enfance, ça me fait penser à des petits chiens mignons que je peux prendre en photo pour les accrocher dans ma chambre pour décorer. Ça me fait penser à un calendrier. Ça me fait penser à des photos, euh, par exemple, qui ont accroché mon imaginaire. Tout de suite, ça me fait penser au magazine Playboy. Ça me fait penser à un calendrier de pompier. Ça me fait penser à par exemple, à des photos de mes enfants. Ça me fait penser à garder un souvenir de mon mariage. Donc tout ça, c'est des choses qui sont comme de nature émotionnelle, qui sont liées à ma marque potentiellement. Mais j'ai pas encore trouvé l'ADN de ma marque en faisant ça. J'ai seulement trouvé numéro un, les raisons c'est-à-dire les mots-clés qui correspondent à ce que je trouve raisonnable, rationnel lorsque je parle d'appareil photo. Ensuite, j'ai trouvé les émotions, les images émotionnelles que je liais au fait d'avoir des appareils photo, mais j'ai pas encore trouvé vraiment l'ADN de ma marque. Pour faire ça, il faut que je me pose la question comme entreprise ou comme particulier, comme travailleur autonome, vraiment qu'est-ce qui est le code du pourquoi que moi j'ai lancé mon entreprise ou de pourquoi j'ai développé tel produit ou service plutôt qu'un autre. Donc, c'est vraiment moi par rapport à ma propre définition de mon identité si je suis travailleur autonome, puis moi par rapport à ma propre définition de l'entreprise, de sa vision, de sa mission si je suis un entrepreneur. Comment parler aux reptiliens? Donc, c'est une façon de s'exprimer, là. Je pense pas vraiment qu'il y a un cerveau reptilien, là, puis qu'on peut le séparer du reste du corps, du cerveau, puis que, comme ça, chaque partie du cerveau serait pas interconnectée. Au contraire, je crois que chacune des parties du cerveau sont interconnectées, que c'est très complexe. Mais on va parler du cerveau reptilien pour faire simple, pour simplifier la compréhension de l'ADN de la marque. Donc, c'est une fois que vous avez trouvé là un peu le pourquoi de votre entreprise ou c'est-à-dire vraiment au niveau reptilien, qu'est-ce qui correspond à vos pulsions, intuitions, instincts lorsqu'on parle de votre marque. Là, vous pouvez vous demander comment je vais faire pour communiquer ça à mon public, à mes clients ou éventuellement à mes employés pour arriver à leur parler au même niveau que moi j'ai découvert mon ADN de marque. Donc, ce que je veux faire, c'est peut-être que j'ai trouvé un code, comme si je fais des appareils photo, peut-être que le code que j'ai trouvé qui, moi, correspond le plus à ce que j'appelle mon ADN de marque, c'est peut-être souvenir. Donc, je remarque que j'ai développé l'entreprise d'appareils photo parce que moi, ce que je voulais, c'était créer des souvenirs qui allaient durer toute une vie. Puis le mot souvenir capture vraiment l'essence de ce que je veux dire puis de ce que je veux communiquer, puis de ce que je ressens quand je développe mon entreprise d'appareils photo. Donc, tout tourne autour du souvenir. Bon, comment je fais pour communiquer ça maintenant? Ce que je veux faire, c'est me rappeler ce que dit Jordan Maxwell, c'est-à-dire qu'on est des animaux, les humains, qui fonctionnons
selon les mots. Donc on procède en fonction des mots, on agit en fonction des mots, puis des symboles. Donc si je vous dis le mot stop, là tout de suite, si vous êtes en voiture puis votre passager vous dit stop, vous avez une réaction intuitive, instinctive, pulsionnelle de peser sur le frein. Donc voici une preuve que les humains sont motivés par les mots, donc qui réagissent aux mots. Le mot, c'est un stimuli, puis l'être humain réagit à ce stimuli-là. Donc, ce qu'on veut faire, c'est trouver les bons mots qui communiquent le concept que vous avez découvert tout à l'heure, c'est-à-dire le concept souvenir. Est-ce que vraiment, quand vous communiquez le mot souvenir, est-ce que tout le monde est d'accord sur la même définition du mot souvenir? Ensuite, vous voulez communiquer à partir d'expériences vécues par le corps. Donc, si vous voulez communiquer le mot souvenir, puis que c'est le bon mot que vous voulez communiquer, avec une définition claire de ce qui est le mot souvenir, puis de ce qui n'est pas le mot souvenir. Ensuite, vous voulez faire vivre soit à vos employés ou à vos clients, l'expérience du souvenir. Donc, si vous vendez des appareils photo, ce que vous voulez faire, c'est créer des moments souvenirs. Donc, vous allez peut-être je sais pas, par exemple, offrir un cadeau à des nouveaux mariés, puis vous allez leur offrir l'expérience photo qui vient avec le mariage. Vous venez faire vivre une expérience dans le corps de la personne qui va se faire prendre en photo. Donc, vous avez parlé plutôt à son côté reptilien, c'est-à-dire à son cerveau reptilien pour parler simple. Ensuite, vous voulez étancher la soif psychologique qui peut correspondre à votre produit ou service. Quand je dis soif psychologique, c'est-à-dire qu'il y a un besoin au niveau psychologique qui correspond à ce que vous offrez, qui est de l'ordre du matériel. Donc, votre appareil photo, c'est un objet matériel, mais le fait de collectionner des photos, puis de se prendre pour un expert en photo, puis un maître de la photographie, puis à vivre des expériences de safari photographique, ça correspond plus à un besoin psychologique. Donc, si on reprend notre exemple de l'appareil photo, bon, mais je voudrais faire vivre des expériences de souvenirs, je voudrais faire vivre des safaris de photographie à mes clients. Ensuite, on peut parler avec l'esthétique, le beau. Donc, je veux faire des images de grande qualité pour éveiller euh, les intuitions chez mes clients. Ensuite, on peut utiliser l'expression le faire frissonner l'être. Donc, qu'est-ce qui fait vivre des frissons là? C'est sûr que si je prends une photo d'un requin en direct qui est menaçant, puis que si je prends une photo d'un ciel bleu, ben probablement que je vais vivre plus un frisson dans mon être par rapport à l'image du requin que par rapport au ciel bleu. Donc si je veux vendre mon appareil photo, puis je reste cohérent avec l'idée de créer des souvenirs qui est mon ADN de marque, bon, comment est-ce que je peux faire pour que mon client à qui je communique de façon reptilienne, comment je fais pour lui communiquer, par exemple, le souvenir lié au fait de prendre une photo d'un requin, puis là, ça va vraiment lui communiquer un frisson dans son être, puis ça va donc parler au bon niveau de son cerveau. Ensuite, on peut penser à des images, des concepts qui ont de l'impact au point de la communication. Donc, on sait que le visage humain communique beaucoup d'émotions, puis que dans le cerveau, euh, tous les êtres humains sont dotés de grandes capacités d'analyse du visage. Donc, comment est-ce que vous pouvez utiliser un visage très émotionnel pour faire vendre votre communication? Donc, par exemple, si on prend l'appareil photo puis on veut évoquer le souvenir, mais c'est quoi le visage qui correspond au fait d'être émerveillé par un souvenir? Ce genre de visage-là, c'est le genre de choses que vous allez vouloir communiquer. Il y a d'autres moyens d'avoir de l'impact. Il y a certaines chansons qui ont beaucoup d'impact. Il y a certaines images qui ont beaucoup d'impact. Donc, ce qu'on veut, c'est créer des effets contrastés pour sortir du lot puis avoir de l'impact. Ensuite, pour parler aux reptiliens,
On peut utiliser la poésie, donc les mots très jolis, les concepts très jolis, la poésie en général. Il y a plusieurs techniques là en poésie pour susciter l'attention puis garder l'intérêt d'un spectateur. Donc le langage de l'inconscient, c'est un peu le langage du cerveau reptilien. Dans l'inconscient, on parle comme dans les rêves. Il n'y a pas de temps, pas d'espace. C'est la fantaisie. Il y a une capacité de faire l'impossible. Et puis, il y a des pulsions qui émergent dans l'inconscient pendant les rêves. Les pulsions sexuelles, l'ultraviolence, ça peut être le désir de posséder. Si vous voulez vous donner une idée un peu de c'est quoi le langage de l'inconscient, je vous invite à regarder le film de Stanley Kubrick, A Clockwork Orange, qui démontre des scènes de grands impacts là, qui provoquent vraiment des pulsions. Puis c'est des mises en scène de pulsions. Donc on voit des scènes de viol, on voit des scènes de grande violence, on voit des scènes euh, de, de poésie quand même. Donc je vous invite à regarder ce film-là puis à observer qu'est-ce que le réalisateur Stanley Kubrick a mis en œuvre dans sa mise en scène pour qu'on ait un sentiment d'être connecté avec notre inconscient. Ensuite, je vous invite à regarder les travaux de Salvador Dali, qui s'est concentré beaucoup sur l'inconscient dans son travail, puis qui est arrivé à travailler sur les symboles, puis sur donc des images très fortes qui parlent à l'inconscient, puis Salvador Dali utilisait ses rêves pour faire de la peinture, donc il se basait sur ses rêves pour peindre des scènes spectaculaires. Donc, si on revient à l'idée de départ, là, ce qu'on veut, c'est communiquer notre ADN de marque. Donc, si je vends des appareils photo, mon ADN de marque, c'est souvenir. Donc, je veux créer des souvenirs. Puis, je veux parler à l'inconscient, c'est-à-dire au cerveau reptilien, en utilisant des images qui ont de l'impact, par exemple, mais en utilisant aussi un thème fantaisiste, c'est-à-dire je veux que mon spectateur ait un sentiment de pouvoir faire l'impossible, puis de vivre des situations qui sont extraordinaires. Mise en situation, il y a plusieurs moyens d'évoquer le côté inconscient, reptilien, les pulsions chez un spectateur. Puis on peut penser un peu à se mettre dans une tour de contrôle. Donc c'est comme si euh, le cerveau reptilien, donc le siège des pulsions, fonctionnait comme une tour de contrôle. Puis euh, donc il y a un stimuli, par exemple, je vois une personne nue. Là, ça réveille dans le siège de mes émotions une alerte ou une réponse par rapport à ça. Donc peut-être que je vais avoir du désir pour cette personne-là. Puis ça va être ma réponse pulsionnelle intuitive. Donc c'est un peu comme si j'étais dans une tour de contrôle ou dans un centre névralgique, c'est un peu comme si j'avais eu une alerte dans mes cadrans de surveillance ou mes radars. Puis là, tout d'un coup, il faut que je réagisse à cette alerte-là. Par exemple, si je vous dis la phrase to be or not to be, donc être ou ne pas être de William Shakespeare, cette phrase-là, comme c'est une phrase qui est très profonde, qui est très philosophique, euh, je pense personnellement qu'elle touche directement le côté reptilien, le côté, le siège des pulsions, des émotions. Euh, Puis c'est une phrase qui éveille vraiment l'idée du deuil. Donc, si j'avais sur mon cadran radar l'expression to be or not to be durant une pièce de théâtre, ça va réveiller chez moi des pulsions, puis des intuitions, puis des instincts liés au deuil. Tandis que si j'avais entendu quelqu'un chanter, puis être très joyeux durant la pièce de théâtre, puis que j'avais jamais entendu la phrase to be or not to be, ben à ce moment-là, j'aurais pas du tout la même alerte dans mon siège des pulsions, émotions, des pulsions et des instincts, puis donc j'aurais pas du tout la même réaction. Ensuite, ben, il y a certains codes dans le cerveau, qui sont inconscients, puis on a l'impression
là, c'est pas tout le monde qui est d'accord là-dessus, là, mais il y a il y a des suggestions dans la recherche qui indiquent que à travers nos gènes, on a des codes, ok, qu'on s'est transmis de génération en génération, comme par exemple le ratio taille-hanche de la femme idéale qui serait de 0,7. Bon, ben ce code-là, 0,7, serait inscrit dans mon code génétique comme mâle, puis il serait dans le code génétique de la plupart des mâles. Donc, si je veux communiquer le désir, la sexualité, l'attrait d'une femme idéale à des mâles, je suis mieux d'utiliser une femme qui a un ratio taille-hanche de 0,7. Autre chose qui est un code universel, c'est la symétrie. Donc, la plupart des gens sur la Terre, je dirais même l'entièreté, associent la symétrie et la beauté. Donc, un visage qui est très symétrique sera dit beau. Je vais vous présenter des exemples de situations en entreprise où ce type de réflexion-là peut fonctionner. Donc, prenons l'exemple d'une femme qui fait des tartes aux pommes régulièrement. Puis, si on analyse son profil psychologique, on se rend compte que cette femme-là associe la tarte à la maternité. Et puis, si on regarde sa manière de procéder, on se rend compte qu'elle fait des tartes pour remplir son besoin psychologique de maternité. Puis, elle va donner ses tartes à son voisinage, puis aux enfants de son voisinage, puis elle va combler comme ça un besoin psychologique. Bon, si moi, je suis fabricant de tartes, hein, si je suis fabricant par exemple, je distribue des pommes pour faire des tartes aux pommes, bon ben, dans ma façon de communiquer aux clients, peut-être que je veux communiquer des images de maternité pour parler aux pulsions inconscientes de mon client. Numéro 2, prenons l'exemple d'un enfant de 12 ans, qui est un petit garçon, qui reçoit à Noël son premier rasoir. Bon, ça peut sembler banal, sauf que pour cet enfant-là, le rasoir représente comme un rituel de passage. Là, tout d'un coup, c'est plus seulement un garçon, c'est devenu un homme ou un adolescent, donc un jeune homme. Tout d'un coup, là, il vient de vivre un rituel de passage masculin. Donc, ce que je veux dans mes communications, si je suis fabricant de rasoir, c'est que mon emballage, mes publicités, mon logo, évoque l'idée du rituel de passage masculin. Donc, par exemple, je vais montrer des modèles masculins, virils. Ça va évoquer les bonnes intuitions chez mon client. Ensuite, la compagnie Coca-Cola, on peut dire que c'est un mythe américain. Coca-Cola a offert des boissons aux soldats durant la guerre. Puis la réponse des soldats a été très positive. Donc les soldats se disaient se sentir comme à la maison. Ils disaient aussi avoir l'impression de partager un peu de la maison sur le territoire de la guerre. Donc le côté vendeur de la boisson, c'est intéressant pour le soldat parce qu'il y a un côté mythique, il y a un côté rappel de la maison, il y a un côté euh, sécurisant au fait de boire du Coca-Cola. Donc si là je prends le principe de vendre du Coca-Cola, mais que j'oublie tous les côtés inconscients, pulsionnels, intuitifs, ben le Coca-Cola c'est une boisson désaltérante, point. Mais si je rajoute tout le mythe que je viens de décrire, toute la valeur pulsionnelle, intuitive, instinctive, tout d'un coup, le Coca-Cola, qui est une boisson caféinée, devient le symbole de la sécurisation, devient le symbole d'être à la maison, devient le symbole du mythe américain. Donc tout d'un coup, la petite boisson qui était banale devient quelque chose d'immense qu'il faut absolument préserver parce qu'il y a une force d'évocation dans ce produit-là. Autre principe qu'on peut avoir, prenons l'exemple d'un salon de coiffeur qui s'adresse à deux publics cibles différents. Il y a le public anarcho-punk, les anarcho-punks sont reconnus pour leur coiffure en mohawk, très colorée avec du gel.
Puis il y a le deuxième public cible, c'est l'homme moyen, donc on peut penser à travers de la construction. Si je veux vendre à mon travailleur moyen de la construction une coupe de cheveux, j'ai pas du tout le même langage, puis j'ai pas du tout les mêmes communications que si je veux parler à mon anarcho-punk. Parce que l'anarcho-punk associe sa chevelure à son style musical, à son style politique, donc c'est pas du tout le même principe que si je vends à mon travailleur de la construction, qui lui, tout ce qu'il veut, c'est avoir une coupe qui est peut-être sexy, mais qui est pas extraordinaire, éclectique, etc. MySpace a aussi compris l'importance de parler à l'inconscient. Donc, MySpace, c'est un lieu où un adolescent peut vivre une sorte d'affranchissement de ses parents en ayant sa propre réalité virtuelle, donc son propre espace virtuel. Ça répond à un besoin de quête identitaire. Ça répond aussi à un besoin de solitude. Donc, si je suis un adolescent qui revient de l'école, à la fin de ma journée, je suis un peu seul parce que je suis tout seul à la maison. Donc, je m'en vais sur Internet pour communiquer avec mes amis, avec mes fans, euh, que j'ai une identité, que j'existe. Bon, il y a toutes sortes de choses qui sont intéressantes à remarquer par rapport à MySpace. Par exemple, mon style musical, ça représente ma personnalité. Si je suis un adolescent qui est en quête identitaire, ben je veux voir représenter mes groupes de musique, je veux pouvoir communiquer avec d'autres gens qui ont les mêmes goûts que moi. Donc MySpace remplit un peu un besoin qui est au niveau psychologique. Puis si on analyse concrètement là, qu'est-ce que ça remplit comme besoin autrement qu'un besoin psychologique, ben il n'y a pas grand-chose là. Il y a peut-être l'occupation du temps, donc comme un loisir, mais on oublierait toute la valeur de MySpace si on faisait que penser au côté loisir de surfer sur Internet. Pour trouver notre ADN de marque, on peut aussi exagérer, puis caricaturer, puis faire une tragédie de notre produit ou service. Donc, par exemple, si on pense qu'on retourne dans une caverne pleine d'illusions, qu'on est comme un homme des cavernes qui connaît pas le monde, donc si on pense un peu à l'allégorie de la caverne de Socrate, là, ça serait une personne qui a pas du tout conscience de la science, qui a pas du tout conscience de la connaissance, qui se fait manipuler. Donc si je suis dans cette période-là de ma vie où je suis très inconscient, j'ai pas du tout de connaissances, j'ai pas du tout de science, comment est-ce que je vais réagir par rapport à ma marque? Donc à mon produit ou mon service. Donc si on reprend l'exemple des appareils photo, si on montre une photo à une personne qui a aucune conscience de c'est quoi un appareil photo, ben elle va peut-être vous dire, comme c'est arrivé chez les Autochtones, que vous êtes en train de me voler mon âme. Donc c'est quelque chose de fort, là. Vous êtes en train de me voler mon âme. Ça, c'est la première expression que les gens ont eue quand on leur a présenté des photographies, puis qu'ils étaient des personnes qui connaissaient pas du tout la photographie. Si j'exagère ce que je fais, donc ok, je vends des appareils photo, mais si je reviens à mon ADN de marque, ce que je fais, c'est que je vends des souvenirs. Donc, pour penser, bon, mais peut-être que je pourrais vendre des catalogues souvenirs. Est-ce que je peux faire comme le site Flickr puis organiser des albums souvenirs? Qu'est-ce que je peux faire autour du souvenir comme marque pour communiquer toujours le souvenir puis communiquer cet esprit-là qui est mon ADN de marque? Ce que je peux faire aussi, c'est me poser la question, en quoi ce serait une tragédie de plus avoir mon produit ou service ou ma marque? Donc, qu'est-ce qui se passerait là sur la Terre s'il y avait plus d'appareils photo, puis donc les gens pouvaient plus faire de souvenirs? T'sais, en quoi ce serait une tragédie, tu sais? Ce que je peux faire aussi, c'est déterminer les mots et les images clés qui correspondent à mon produit ou mon service ou ma marque. Puis ce que je veux faire, c'est m'isoler dans un endroit comme une chambre d'hôtel avec des gens créatifs, puis entourer ma marque, communiquer autour de ma marque de plein de mots et d'images. Donc je vais sortir avec des gens créatifs
un paquet de symboles, un paquet d'images, un paquet de mots qui vont toujours communiquer autour du mot souvenir. Donc peut-être en faisant cet exercice-là, je vais isoler des images fortes comme des souvenirs très forts là, qui sont universels. Donc on peut penser à bon, il y a beaucoup de gens qui prennent en photo leurs enfants dans leur bain. Bon, mais pourquoi font-ils ça? On peut se poser la question, mais ça c'est un type de photo qui correspond à beaucoup de gens. OK? La photo des enfants dans le bain ou la photo des enfants qui jouent. Ensuite, il y a la photo de mariage. Ensuite, il y a la photo liée à l'enterrement. Ensuite, il y a la photo liée aux anniversaires. Donc, je vais isoler comme ça tous les concepts liés aux souvenirs liés aux photos qui vont venir en tête, puis je vais isoler des catégories comme ça. Puis en faisant ça, je vais isoler des types de clientèle correspondant à ces catégories-là. Donc là, on est parti d'un simple appareil photo, puis on est arrivé à l'idée de la photo de mariage, puis à l'idée de la photo d'anniversaire. Donc avec ces concepts-là, dans ma publicité, je peux aller rejoindre les bonnes personnes pour mon public cible, mes clients qui sont idéaux pour moi. Donc par exemple, si je pense à une mère de famille, est-ce que aujourd'hui, en 2015, est-ce qu'une mère de famille peut ne pas prendre de photos d'anniversaire de ses enfants? C'est plutôt irraisonnable. Hein? Tout le monde veut prendre des photos d'anniversaire de ses enfants. Tout le monde veut la photo où l'enfant se met à éteindre sa première chandelle puis se plonge le visage dans le gâteau. Donc, c'est une photo archétype. Tout le monde la veut. J'ai parlé vraiment à la bonne niche quand dans mes publicités, je montre ce type de photo-là puis que je suis capable de prouver que mon appareil photo, c'est le meilleur appareil photo pour les photos de ce type-là. Une fois qu'on a trouvé là, son ADN de marque, puis on a trouvé des moyens de communiquer, donc par exemple la photo d'anniversaire, du souvenir d'anniversaire, là c'est le temps de faire du branding interne, donc c'est-à-dire de communiquer à nos employés ce code-là. Donc ce qu'on va vouloir, c'est que si j'ai un bureau, un studio de photos, ben je veux qu'il y ait des photos partout qui évoquent le souvenir euh, de la première photo d'anniversaire. Puis des photos de mariage, puis tout ça, des photos qui correspondent au souvenir. Puis je veux que le mot souvenir soit clairement identifié à quelque part avec une définition claire qui est celle de ma marque. Hein, je veux qu'il y ait un endroit qui est comme un, une bible de ma marque, puis que cet endroit-là, ce soit écrit clairement la marque d'appareil photo X égale souvenir de famille. OK? Puis là, l'expression souvenir de famille, je viens clarifier vraiment c'est quoi mon ADN de marque. Je viens clarifier vraiment c'est quoi le code par lequel je vais communiquer. Ensuite, ce qu'on veut faire, c'est une fois que nos employés sont imprégnés du branding, on veut le communiquer à nos clients. Donc, on veut se demander un peu là, par quel moyen est-ce que je pourrais faire en sorte que mon client se tatoue sur le corps ma marque, mon logo, mes images. Donc, il faut que ce soit des images qui soient très fortes. Puis là, j'utilise les relations publiques pour ça. Puis à ce moment-là, j'ai de la gestion de crédibilité, de la gestion de réputation à faire. Puis il faut que j'analyse les risques c'est-à-dire ce qui pourrait nuire à ma crédibilité puis à ma réputation. C'était un extrait de ma conférence sur l'ADN de marque. Mon nom c'est Laurent Marcoux. Je vous invite à visiter mon site web coachingdevente.com. coachingdevente.com